moi j'avais juste envie de revenir sur la question de la vérité, justement. Parce que, comme je disais, elle devient de plus en plus difficile. D'abord, parce que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais cette identité, elle est quand même divisée dans cette, entre guillemets, justement, communauté japonaise au Brésil, puisque dans la grande majorité, la violence qui s'exerce, elle est interne à ce sujet narratif ou d'identité. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'on peut dire, et on a raison de dire, mais ce collectif, c'est pas seulement les vainqueurs et les vaincus au sens des alliés et puis de l'axe, mais les vaincus en déni, en l'occurrence ces Japonais brésiliens, c'est pas un seul sujet, donc il n'y a pas une espèce d'économie psychique sadique où ils ne sont pas en train de se suicider, ils s'agressent les uns les autres. C'est ça. Donc on a un sujet collectif qui réagit au sein de la même langue d'une façon différente. Pourquoi? C'est la première remarque. Puis sur la question de la vérité, si on veut échapper un peu à la discussion contemporaine fake news, justement, c'est-à-dire que, ben oui, on sait qu'il y a eu des bombes atomiques, donc on sait que la vérité, objectivement désormais, et puis très tôt, on pouvait dire que ceux parmi cette communauté qui prétendaient que le Japon était victorieux se trompaient ou trompaient. Ils avaient tort, ils étaient dans l'erreur, et il y a une vérité. Bon, c'est un peu court sur la question de la vérité, si justement on parle, que ce soit de la psychanalyse ou des réflexions philosophiques. Moi, à ce stade, ce qui me frappe, c'est, je dirais, mais pour provoquer aussi, l'épreuve de la vérité, c'est justement la violence, le sang ou la mort. C'est-à-dire, dans ces communautés-là, finalement, ou bien la douleur, l'hétéro ou l'auto-agressivité, pour parler dans ces catégories, nous rapprocher de nous-mêmes. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un qui est un peu rêveur, puis qui imagine, ou bien qui écrit un roman en imaginant que ceci ou cela, peu importe. Mais là où la vérité s'approche, s'il faut dire un mot de la question de la vérité dans ce contexte, on commence à sentir qu'il serait question de la vérité dans ces histoires individuelles et collectives, quand ça commence à souffrir, à saigner, à mourir, à s'entre-déchirer, à s'entre-tuer. Et là, il y a de la vérité. Oui. Et qu'au cœur de cette vérité, que ce soit cette guerre... Oui, la question de la vérité, elle est devenue dramatique au moment de la fin de la guerre. C'est là qu'il y a eu le sang. Le sang a commencé. Après la fin de la guerre, a commencé la guerre interne. Et ça, c'est passionnant. Parce que le sang a coulé, je le sais, pendant la guerre. Et c'est comme s'il continuait à se verser en dehors. Ouais. Et c'est en ce sens-là que je disais transgénérationnel. C'est-à-dire que si je pense par exemple à George Agamben qui parle des camps, lui pense, d'une façon aussi provocante, que l'invention des camps de concentration et d'extermination en Europe, c'est quelque chose qui hante encore cette violence. Cette violence hante encore... D'ailleurs, on est obligé de se justifier en disant que ce n'étaient pas des camps de concentration, mais qu'ils ont été déplacés, ou bien qu'à Dorigny, tout près du lac ici, il y avait aussi des barbelés de gens déplacés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire quand on parle de la vérité, c'est pas seulement fake news, vrai, faux, mais c'est aussi cette histoire des corps et du sang qui se répètent, en fait. Nous-mêmes, dans nos vies personnelles, on sait bien que l'imaginaire, le délire ou la réalité, ça fait partie de nos existences, mais que quand s'approche la mort d'un proche ou la violence ou la souffrance, la vérité change de nature. Donc moi je dirais, c'est parce qu'on n'en a pas encore parlé, je dirais s'il faut s'interroger sur la vérité, il faut au moins ces deux niveaux. Un niveau, je dirais, un peu banal, qu'il ne faut pas lâcher, parce que les fake news, c'est au milieu. C'est au milieu. Mais que ça ne résume pas la question de la vérité pour des sujets. Tu veux... Moi, je me posais justement la question du rôle joué par la propagande, parce qu'on a entendu justement qu'il disait c'est de la propagande américaine. Alors, je ne suis pas historien, il manque le recul, s'il y en a dans la salle qui peuvent dire, mais il me semble quand même que la Seconde Guerre mondiale a été
avec les moyens de communication qu'on avait moins à la Première Guerre mondiale, la propagande volontaire, vraiment dirigée, alors, du récit sur l'existence, les rois de France en avaient, ils étaient les fils de Dieu, mais c'est vrai que cet outil moderne de la propagande, je me demande si finalement c'est pas le délire n'a pas été le fils naturel de la propagande. Pendant des années, on dit voilà, achetez des coupons et vous allez tuer le sale jaune, et puis machin, en achetant du coca, vous sauvez la planète et le monde américain va dominer et tout le monde sera heureux. Si finalement c'est pas simplement un retour de manivelle relativement bête et simple, quoi. Oui, ça rejoint, votre remarque rejoint un peu la question de Marc-Antoine sur l'inducteur du délire collectif. Je pense que la question de la propagande, elle y est pour quelque chose. Cette façon presque comme ça, naturelle, entre guillemets, de chaque fois dire il s'agit de la propagande américaine, il faut dire qu'ils ont été un peu victimes, si on peut dire comme ça, de propagande, déjà depuis le Japon, avec le rêve brésilien. Le Japon a fait une grande propagande, une grande pub de allez au Brésil, vous aurez ceci, vous aurez cela, etc. Et ils sont arrivés là-bas, et c'est tout autre chose qu'ils ont rencontré. Donc la propagande, ils en ont connu. Et à partir de là, le problème, c'était comment ils ont décidé de faire la contre-propagande. C'est là que ça devient tout à fait étonnant. Oui, et puis on pourrait relier ça entre mise en place de systèmes symboliques par le taux de captation de l'attention des individus. Et ça, on est tous plein dedans. Monsieur ? Oui, je voudrais peut-être faire une remarque concernant l'émigration des Japonais. Je pense que, à ma connaissance, c'est le seul groupe qui a émigré avec l'intention de rentrer au pays. Si vous regardez les autres émigrations, d'Europe vers les États-Unis, vers l'Amérique du Sud, l'Australie, en fait, ils ne sont jamais partis avec l'intention assez, disons, exprimée de rentrer au pays. Alors qu'il semble que dans cette colonie japonaise, et on l'a vu avec des cas individuels que l'on connaît, ils espéraient toujours rentrer au pays. Et avec le deuxième aspect, c'est que culturellement, il y avait une grande différence entre la culture japonaise et la culture, je dirais, latine, européenne, latine, judéo-chrétienne, si on veut bien, qui a contribué à faire une communauté extrêmement fermée. Quand les événements se sont produits, le début de la guerre, et que cette communauté a été ostracisée, il a fallu qu'ils aient un moyen de faire face à la réalité. Ils devaient faire face à la réalité, et la réalité, elle était insoutenable pour eux. Et donc, la diffusion de la propagande, enfin, l'embellissement du Japon, la personnalité de l'empereur, a fait que, pour un certain nombre de Japonais qui se sentaient un peu pris au piège, c'était un moyen d'échapper à leurs conditions réelles. Et ça a favorisé aussi le fait que la presse était contrôlée, tant du côté brésilien que du côté japonais, parce que là, on ne pouvait plus s'exprimer. Donc ça a aussi favorisé la diffusion de la propagande souterraine, qui était en fait, pour eux, un moyen de s'identifier, de se retrouver entre eux. Oui, je pense que cette question du retour au Japon, c'est vraiment un moment clé, puisque
l'apogée, justement, c'est ce moment où le Japon devient non seulement le vainqueur, mais il a envahi le monde entier, c'est le maître du monde. Ça veut dire, c'est ce moment de mégalomanie la plus grande, c'est le moment aussi de la défaite dans la réalité. C'est le moment où il sentait que le rêve de retour au Japon s'écroulait, s'effondrait, et ils essayaient justement de résister à ce rêve, parce que finalement, l'effondrement de ce rêve, c'est aussi l'effondrement de l'identité. Ça veut dire, à partir de ce moment, ils ne peuvent plus rentrer au Japon. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que c'est de épouser une Allemande et puis ensuite faire des enfants qui vont en Suisse et ainsi de suite, n'est-ce pas? Ça veut dire, on n'est plus tellement japonais, on est un citoyen. Oui. Alors, encore une petite intervention de Nelly, puis après je vais donner le micro à Michel, qui va, je pense, boucler ce moment de discussion. Et puis après, on pourra le continuer de manière beaucoup plus informelle. Nelly, attends. Barbara, excuse-moi. Ouais. Alors, je ne sais pas, j'ai essayé de faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux élus collectifs. Moi, dans mon entourage, il y a plusieurs personnes qui ont dérivé dans un complotisme en partie très sectaire. Et j'ai constaté que ça n'a rien à voir avec leur éducation, avec leur niveau de scolarité, mais que c'était au profond, il y avait un problème d'identité. Parce qu'il y avait des phrases qui revenaient du genre « moi on ne me la fait pas »,« moi j'y crois pas »,« moi on veut nous faire croire », etc. Et vous avez parlé d'un espace clos, et même aujourd'hui, en Internet, on a tout ça, mais ces gens-là vivent dans un espace clos maintenant. Ils tournent en rond dans une logique qui n'est pas mise en cause et donc qui reste, tout ce qu'ils racontent reste logique à l'intérieur d'un système. Et en ce sens, je trouve effectivement des parallèles avec le cas que vous avez cité. Oui, j'ai une question en fait sur qu'est-ce que sont devenues ces communautés japonaises au Brésil? Comment ils ont réagi après ce finalement désastre communautaire où sont baignés finalement les différents dans le sang en partie, mais après qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et c'est aussi un parallèle parce que je me pose la question aujourd'hui effectivement avec les problèmes qu'on connaît aujourd'hui avec des systèmes, avec le complotisme, comment on s'en sort après une histoire comme ça? Est-ce qu'il y a un déni qui continue? Est-ce qu'il y a on renie la culture japonaise, comme le cas de madame, son père finalement ne veut même plus qu'on parle japonais à la maison? Alors, une première chose, c'est j'étais étonné en lisant ce livre de comment cette histoire elle est tombée dans l'oubli. Pourquoi les Brésiliens ne parlent pas de cette histoire, ne se rappellent pas de cette histoire, qui était une histoire qu'en 1946, les journaux parlaient, l'Assemblée, la politique, tout le monde parlait, donc ça se savait. Pourquoi, plus de 50 ans plus tard, on a complètement oublié, on n'apprend pas ça à l'école. Alors, ma première question que j'ai posée à Elisabeth, c'est est-ce que dans la communauté japonaise, on savait ça? Parce que j'ai eu aussi des Nisei, ça veut dire les descendants de Japonais en analyse ici, qui ne m'avaient jamais parlé de ça. Et là, j'ai demandé, est-ce qu'ils savaient? Et puis, Elisabeth a dit, c'était très connu, tous le savaient, mais ça reste discret. Donc la communauté japonaise, ensuite, elle commence à s'intégrer chaque fois plus, à faire des mariages mixtes. Aujourd'hui, les descendants de Japonais sont presque 2 millions dans le pays. Mais peut-être Elisabeth peut parler un peu plus de comment de cette... Oui, c'est tout à fait au Micro. On continue encore un peu, mais... Oui, si vous voulez.
des choses comme ça, à peu près vers et demi. On fait la... Dans mon cas particulier, par exemple, j'habitais dans une ville qui avait beaucoup de descendants japonais mariés à des Brésiliennes. Et tout d'abord, mon père, c'était un des premiers où il était expulsé de la famille, parce que les Japonais ne voulaient pas qu'on mélange, parce que le rêve, c'est de rentrer au Brésil. Une époque, les journaux brésiliens parlaient pourquoi on doit accepter que 30 000 fiancées japonaises viennent au Brésil pour se marier avec les Japonais qui sont ici. Parce qu'ils ne voulaient pas rester. Pour eux, ils sont là pour gagner de la vie, gagner de l'argent. C'est ça qui s'était vendu pour la propagande japonaise. Et là, ils avaient des tracteurs, des choses à travailler. Ils gagnaient beaucoup d'argent et rentraient au pays. Mais le pays était sous-peuplé. Et mon père, il était un tout petit peu différent. D'abord, il parlait souvent à moi, il est japonais, bon, il était marié à une Allemande, alors. Il disait que les Japonais ne pouvaient jamais oublier qu'on avait envahi la Corée, qu'on avait tué beaucoup de monde, et surtout la Chine pour les territoires. Alors, dans la colonie, c'était quelque chose, celui comme mon père qui croyait que les Japonais avaient perdu la guerre, c'était quelque chose du bon. C'est comme ça. On gagne, on perd. C'est tout. Et ils sont bien intégrés. Ils ne sont pas très bien intégrés. Ils ont les endroits où ils se réunissent. Il y a encore ceux qui se marient entre eux qui parlent uniquement japonais? Pas du tout. Non. À cause de ça, parce que les écoles étaient brûlées, finies les écoles. Ouais. Et mon père... Il n'y a plus d'écoles japonaises. Que des écoles japonaises. Mon père, jusqu'à 20 ans, il n'a pas parlé portugais. Ouais. Parce que pour lui, il rentrerait au Japon. Ça, et comme il a eu connaissance vite, peut-être il était plus intelligent, ils ont vendu en japonais, d'ailleurs, toutes les terres qu'ils avaient reçues, parce que le gouvernement les donnait les terres. Après quelques temps, en travaillant dans des coopératives, il a vendu à prix de rien du tout pour partir avec la famille, pour vivre presque de rien. Parce qu'il ne voulait pas se mêler dans cette guerre, dans toutes ces choses. Et je pense, à mon avis, il y avait des nouvelles qu'il y avait un bateau japonais qui était au port de Santos qui allait amener les Japonais en retour au Japon. Bon, c'était pas vrai, ils ont se débrouillé, ils sont devenus urbains. Mon père était commerçant après, des petits commerces, après des grands commerces. Et comme ça, les Japonais, c'est surtout, tu parles en japonais, c'est surtout l'école. L'école. Quand tu n'es pas à l'école, tu étudies à la maison. Oui. Tu étudies à la maison, étudies à l'école. Ce qui a créé de grandes rivalités avec les Brésiliens. En tout cas, je remercie beaucoup cette intervention qui a été précieuse. Alors on laissera Michel donner la clore. Je ne sais pas si c'est une conclusion, mais on ne peut pas s'empêcher, moi je n'ai pas pu m'empêcher, je l'ai lu avec profit, parce que je ne l'avais jamais lu, de faire cette référence au roman de Philippe Cadic, qui s'appelle Le Maître du Haut Château, écrit en 62, où il imagine un monde où en fait le Japon et l'Allemagne et l'Italie ont gagné la guerre. Oui. Et c'est assez intéressant parce que ça pose la question de la vérité justement dans un monde, parce que dans ce monde où le Japon a gagné la guerre, ils ont envahi la moitié des États-Unis, etc. Il y a un récit qui circule de science-fiction qui dit que peut-être c'est les Alliés. Qu'est-ce qui se serait passé si c'était les Alliés qui avaient gagné la guerre? Et cette réalité alternative finit par contaminer, pour ainsi dire, l'autre réalité avec une espèce de doute, qui est un doute en fait général sur la cohérence même
d'un monde. C'est très beau, je vous conseille cette lecture. Merci Renato. Merci à toi.